Ces dernières heures, on a appris qu'Israël a demandé aux habitants du sud de Beyrouth, dans un quartier appelé Dahia, d'évacuer leurs maisons parce qu'ils comptent attaquer et détruire tout ce qui s'y trouve. On a ensuite vu un vaste mouvement d'évacuation dans cette zone. Les images qui arrivent le montrent clairement. Puis, l'Iran a réagi. Le ministre iranien des Affaires étrangères, ainsi que le président du Parlement iranien, ont déclaré qu'il n'y avait plus aucun contact, ni direct ni indirect, avec les États-Unis, plus aucun échange de messages. Et ils ont adressé un avertissement à Israël, en disant qu'il fallait évacuer le nord du pays. Parce que dès qu'ils vont commencer à attaquer Dahia, après cette évacuation, l'Iran va riposter et frapper le nord d'Israël. Ensuite, il y a eu un appel téléphonique entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Apparemment, comme il l'a publié, il a dit « J'ai eu un appel très productif avec le Premier ministre Bibi Netanyahou d'Israël et il n'y aura pas de troupes envoyées à Beyrouth. » Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'il parle de l'attaque israélienne menée par leurs avions de chasse sur Beyrouth. Et puis il a ajouté que de la même manière, par l'intermédiaire d'un représentant haut placé, il avait eu un très bon échange avec le Hezbollah. C'est encore plus incroyable. Je ne sais pas qui a parlé avec lui au nom du Hezbollah, mais c'est ce qu'il a écrit dans ce tweet. Et ils ont convenu que tous les tirs cesseraient, qu'Israël ne les attaquerait pas et qu'eux non plus n'attaqueraient pas Israël. Le président Donald J. Trump. Voilà ce qui s'est passé. Et plus tard, on a appris de Benjamin Netanyahou qu'ils avaient dit « Si le Hezbollah nous attaque, nous allons riposter. » Et le Hezbollah a répondu « Tant que les Israéliens seront dans le sud du Liban, tant qu'ils occuperont le territoire libanais, nous les attaquerons. Nous allons les attaquer et les forcer à quitter le Liban. » Quelle est votre compréhension, Paul? Qui dirige vraiment les choses? Est-ce Donald Trump? Parce que face à ce genre de pression, on voit bien que Donald Trump peut agir, peut appeler Benjamin Netanyahou. Et vous, comment voyez-vous la situation? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que ça ne servait à rien que Donald Trump appelle Netanyahou pour lui demander d'arrêter. C'est l'Iran qui décide. L'Iran a dit à Israël, « D'accord, allez-y, bombardez le sud de Beyrouth et nous, on va frapper le nord d'Israël. Alors vous feriez mieux de commencer à évacuer vos maisons. Tout est complètement sous le contrôle de l'Iran. » Trump n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Trump? Et qu'est-ce que Netanyahou peut faire quand il entend les Iraniens dire « Si les Libanais doivent quitter leurs maisons, alors les Israéliens doivent quitter les leurs. » C'est ça, le point essentiel. Et de toute évidence, Netanyahou a cru l'Iran. Je me suis demandé pourquoi l'Iran laissait Israël continuer ses attaques au Liban. Mais apparemment, les Iraniens ont décidé que ça avait assez duré. C'est mon impression, en tout cas. Je ne pense pas que Trump ait eu quoi que ce soit à voir là-dedans. Franchement, qu'est-ce que Trump pourrait faire? Et pourquoi aurait-il besoin de dire à Netanyahou « Hé, tu ne veux pas être bombardé et devoir évacuer tes maisons ?» Netanyahou le sait très bien. Donc je suppose que tous ces combats que les Israéliens ont relancés au Liban, c'était juste un test, pour voir si l'Iran allait réagir ou si, comme Poutine, il ne ferait rien. Il semble que l'Iran ait mis un peu de temps à agir, mais ce qu'ils ont fait paraît efficace. Et ça montre qu'Israël sait qu'il ne peut pas vraiment se protéger d'une attaque iranienne. Alors, je pense que c'est une bonne chose que les Iraniens aient réagi. Le problème, Paul, avec Israël, c'est qu'ils sont tellement désespérés face aux tactiques ou à ce genre d'armes qu'utilise le Hezbollah, les drones FPV par exemple, et avec ces roquettes aussi. Même les roquettes atteignent des cibles en Israël. Exactement. Le dôme de fer ne fonctionne pas.
On a l'impression qu'il échoue encore et encore. Et tu vois, c'est ça le vrai problème pour les Israéliens aujourd'hui, Paul. C'est pour ça qu'ils doivent frapper, qu'ils doivent aller à Dahia, à Beyrouth, pour viser des cibles là-bas, parce qu'ils ne peuvent pas combattre le Hezbollah dans le sud. La seule raison pour laquelle ils doivent escalader, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas de solution. Eh bien, vous savez, le ministre israélien de la Sécurité a déclaré qu'Israël n'autoriserait pas Trump à se retirer de la guerre. Et bien sûr, le ministre israélien de la Sécurité y parvenait, parce que ce qui empêcherait Trump de se retirer, ce serait qu'Israël attaque le Liban et force l'Iran à abandonner le cessez-le-feu. Donc, ça maintient la guerre en cours. Et c'est ce qui se passait. D'ailleurs, j'en ai parlé aujourd'hui dans un article, j'allais le publier demain, mais avec ce nouveau développement, je vais devoir le modifier. Et ce que l'Iran a fait, c'est dire, très bien, vous continuez d'attaquer les Libanais et vous leur ordonnez d'évacuer leur maison. Alors nous vous prévenons, les mêmes choses vous arriveront. Mais là, c'est l'Iran qui parle, pas le Hezbollah. Et si Israël n'est même pas capable de gérer le Hezbollah, il ne pourra certainement pas faire face à l'Iran. Donc, pour mettre fin à cette situation et forcer les sionistes israéliens d'extrême droite à abandonner leur projet du Grand Israël, l'Iran doit leur porter un coup décisif. Il faut que quelqu'un fasse comprendre aux Israéliens, à tous les partis politiques, à tout le peuple, qu'il n'y a aucune chance pour le Grand Israël. Soit ils y renoncent, soit ils seront détruits. C'est la seule façon d'avoir un jour la paix au Moyen-Orient. Peu importe ce que Trump dit ou fait, ce ne sont que des fanfaronnades. Il n'a plus aucune influence sur ce qui se passe là-bas maintenant. Les Américains ont montré qu'ils ne savent pas gérer l'Iran. Et maintenant, les Israéliens sont en train de le découvrir. Et ils doivent vraiment le découvrir d'une manière très claire. Quand un pays comme Israël affiche un programme comme celui-là, réaffirmé encore tout récemment par le ministre de la Sécurité, en disant qu'ils n'ont aucune intention d'arrêter ces guerres, que leur objectif, c'est le Moyen-Orient, c'est ce qu'a dit le ministre, je le cite, eh bien, face à ça, qu'est-ce qu'on négocie? Un cessez-le-feu? Franchement, de quoi parle-t-on? Soit on se rend, soit on gagne. Et peut-être que les Iraniens commencent à le comprendre. Ils commencent à comprendre ça. Désolé de t'interrompre, Paul. Avant-hier, on a vu le président du Parlement iranien s'exprimer publiquement. Je n'ai jamais vu le président du Parlement iranien, ni même certains négociateurs en Iran, ceux qui sont responsables des discussions, parler de cette façon. Il a dit « Nous décidons de tout sur le champ de bataille et nous mettons simplement les résultats du champ de bataille sur le papier. » Je n'ai jamais vu ça en Iran. C'est nouveau. C'est un ton nouveau. C'est une nouvelle stratégie. C'est une nouvelle façon de voir les choses de leur côté. Eh bien, c'est bien. C'est bien, parce que c'est la seule chose qui peut arrêter les guerres. Il faut qu'il y ait un vainqueur. Tant que les Iraniens montraient une certaine hésitation à gagner, les Israéliens et les Américains pouvaient continuer. Mais si les Iraniens se disent « Pourquoi hésitons-nous à gagner ?» et qu'ils décident de le faire, alors Israël devra faire face à la réalité. Et ça veut dire qu'ils devront renoncer à l'agenda du Grand Israël. Et les Iraniens, eux, devront faire pression, menacer les États du Golfe. Vous êtes avec nous ou contre nous. Ils devront reprendre les mots du président George W. Bush. Vous êtes avec nous ou contre nous. C'est ce que les Iraniens doivent dire à tous les États du Golfe. Et si vous êtes contre nous, nous vous détruirons. C'est la seule manière de parler dans une situation pareille. On ne peut pas faire semblant que c'est un malentendu et qu'on va régler ça par la négociation.
Je pense, Paul, que le point que tu soulèves est tout à fait juste, vraiment exact. Parce qu'avant que tout ça n'arrive, la guerre avec l'Iran et le fait qu'ils allaient attaquer le nord d'Israël, les États-Unis avaient dit à Hezbollah, « Si vous ne voulez pas qu'Israël vous attaque, alors vous devez arrêter d'attaquer Israël. Pas dans le nord d'Israël, mais dans le sud du Liban. Vous arrêtez d'attaquer Israël depuis le sud du Liban, et alors Israël décide de ne pas vous frapper à Beyrouth. » C'était complètement fou. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis l'Iran s'en est mêlé. L'Iran a dit, il ne se passera rien, et nous allons attaquer Israël. Peu importe ce que Donald Trump raconte. Oui, vous voyez, les Américains ont qualifié la résistance du Hezbollah à une invasion israélienne d'agression. Donc Israël envahit le Liban, et le Hezbollah résiste à cette invasion. Et qui est accusé d'agression? Pas Israël, mais le Hezbollah. Autrement dit, la position du régime Trump, c'est que le sud du Liban appartient à Israël. Israël le revendique depuis longtemps. Regardez, c'est la 3e fois, au moins la 3e, qu'Israël entre pour occuper le sud du Liban. Lors des tentatives précédentes, l'armée israélienne a été repoussée. Je pense que cette fois, ce sera peut-être plus difficile pour le Hezbollah, parce qu'ils ont perdu beaucoup de leurs dirigeants dans des assassinats israéliens. Vous vous souvenez de cette histoire sur les téléphones portables qui étaient en réalité des engins explosifs qu'Israël pouvait déclencher à distance? Ils ont tué des dizaines de dirigeants du Hezbollah. Et puis, bien sûr, la Syrie n'est plus là. Donc les voies d'approvisionnement du Hezbollah depuis l'Iran ont disparu. Elles sont coupées, ou du moins très limitées. Du coup, le Hezbollah est en position de faiblesse par rapport à avant. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à traverser la rivière. Non, leur invasion est bloquée. Elle ne peut pas avancer. Et je pense qu'ils doivent être... Dans certaines zones, Paul, qui sont proches de la frontière, enfin de leur frontière, ils n'en ont pas vraiment une, mais disons qu'on suppose qu'ils en ont une. Dans certaines zones, le fleuve Litani s'en approche. Ils arrivent jusqu'au Litani, mais dans d'autres parties du Liban, ils en sont encore loin, tu vois. En fait, ils sont même pas près du Levant. Oui, ce serait une erreur d'avoir un cessez-le-feu qui permettrait à Israël de garder une partie du Liban. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont pris la Palestine. Ils la prennent morceau par morceau depuis 1947. Ils en prennent une partie, puis il y a un cessez-le-feu, ça s'arrête un moment, et ensuite ils en reprennent encore un peu. Et maintenant ils prennent Gaza et les quelques colonies qui restent en Cisjordanie. Ils pensaient être sur une lancée parce qu'ils comptaient sur les États-Unis pour attaquer l'Iran à leur place. Alors ils ont recommencé avec le Liban. Les Iraniens ont tenu bon, et je pense que le ton ferme qu'ils ont adopté, comme vous l'avez rapporté, c'est sans doute vrai et c'est efficace, parce qu'il n'y a rien que les États-Unis ou Israël puissent faire pour bloquer les missiles qui arrivent sur Israël. À mon avis, ça aurait été encore plus fort si, au lieu de simplement lancer une menace, les Iraniens avaient directement envoyé une salve de missiles sur Israël, et qu'ils disent maintenant « évacuez ». D'autres arrivent, évacuez Tel Aviv, nous allons détruire Tel Aviv, faites sortir tout le monde de Tel Aviv. C'est comme ça qu'on met fin à une guerre, en montrant clairement qu'on est aussi déterminé à les détruire qu'Israël l'est, à détruire l'Iran et le Liban. Eh bien, si on est toujours prêt à accepter un cessez-le-feu et à négocier, alors les gens ne vous prennent pas au sérieux comme adversaire. Regardez, même la petite Lettonie.
qu'est-ce qu'elle a? 3 millions d'habitants? 3 millions? Même elle ne prend pas la Russie au sérieux. Pourquoi? Parce que Poutine ne fait jamais rien. Pour être pris au sérieux, on ne peut pas tendre l'autre joue. Il faut frapper fort, vraiment fort. Et les Israéliens, ça fait très longtemps que ça leur pendait au nez, et personne ne l'a fait. C'est pour ça que la Palestine est détruite, que l'Irak est détruit, que la Syrie est détruite, que la Libye est détruite, que l'Iran est en guerre et que le Liban est en guerre, parce que personne ne s'est levé contre les Israéliens. Paul, franchement, je vois bien ce qui va se passer si ces États arabes et ces dirigeants des pays du Golfe continuent avec la même attitude, le même comportement, les mêmes politiques qu'on a vues jusqu'à présent. Ils vont finir par vivre la même chose que ce qu'on voit dans le sud du Liban. Un jour, Israël ira en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, et les prendra tous en disant « c'est une zone tampon entre Israël et l'Iran ». Je veux une zone tampon, une zone morte. Et ces gens-là, on ne voit aucune progression, aucun apprentissage de la part de ces pays du Golfe. Il n'y a rien. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Ils ne réfléchissent pas. Ou alors ils se disent juste « Oh, j'ai envie de profiter de la soirée. On verra ça demain. » Écoutez, les Israéliens ont déjà été très clairs avec l'Arabie Saoudite. Ils ont redéfini le concept du Grand Israël. Maintenant, ça va du Nil jusqu'au Pakistan. Donc les Israéliens ont déjà dit aux Saoudiens « On vous revendique. L'Arabie Saoudite fait partie du Grand Israël. » Ils ont dit la même chose aux Turcs. Vous savez, j'en ai déjà parlé dans cette émission avec vous. En février dernier, l'ancien Premier ministre israélien Bennett, c'est bien ça Bennett, est venu assister à la réunion annuelle du lobby israélien aux États-Unis et il leur a dit « La Turquie, c'est le prochain Iran. » Eh bien, c'était l'instruction qu'Israël donnait au lobby pro-israélien. Commencer à diaboliser la Turquie, à présenter la Turquie comme un pays terroriste, à monter tous les Américains stupides contre la Turquie pour qu'ils finissent par accepter une attaque américaine contre elle. Donc clairement, après Israël, la prochaine cible, c'était la Turquie. Si l'Iran ne s'était pas levé pour arrêter ça, c'est exactement ce qui serait passé. La seule force au Moyen-Orient qui s'est vraiment opposée, c'est l'Iran. Aucune autre. Même pas les Palestiniens. Je veux dire, les Palestiniens sont restés passifs depuis le début, depuis 1947. Ils ont simplement accepté d'être chassés de leur village. Vous voulez dire les Palestiniens en Cisjordanie? Parce qu'on sait que le Hamas riposte. Tous les Palestiniens. Enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, c'était autrefois la Palestine. Vous n'avez jamais vu les cartes qui montrent comment la Palestine s'est rétrécie au fil du temps? Au départ, Israël n'en occupait qu'une toute petite partie. Et maintenant, c'est la Palestine qui n'en occupe plus qu'une toute petite. Et eux, ils sont restés passifs. Au lieu de s'armer, ils ont quitté leur maison. Ils ont laissé les oliveraies. Je peux me tromper, mais je crois qu'il y a aujourd'hui 3 générations de Palestiniens nés dans des camps de réfugiés, en Jordanie et je crois au Liban. Ils y sont nés, ils y vivent dans ces camps. 3 générations de Palestiniens. Pourtant, les Palestiniens étaient plus nombreux que les Israéliens. Ils auraient pu les anéantir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont fui l'agression. Les faibles tentatives de l'Égypte et de la Syrie, franchement, ce n'était même pas sérieux. Donc là, c'est un vrai changement. Ce que l'Iran a fait, c'est un changement. Et si ce pays garde les capacités qu'il semble avoir et qu'il décide d'aller jusqu'au bout, il peut détruire le projet sioniste du Grand Israël. Et ça mettrait fin à des décennies de conflits. Je pense aussi que les Israéliens doivent se retirer de la Cisjordanie.
Ils doivent rendre la plupart de ce qu'ils ont pris. Ils doivent se retirer de Gaza. Jérusalem-Est, ils devraient y être contraints. Vous savez, Netanyahou a déjà reconnu qu'ils intègrent maintenant 70% de Gaza à Israël. Et son public a répondu 100%, 100%. Il a dit oui, ce sera 100%, mais on va le faire petit à petit. Ça ne provoque pas la même opposition si on prend tout d'un coup. Il a ajouté, regardez, on en avait 50, personne n'a rien dit. Puis 60, toujours rien. Alors maintenant, on passe à 70. Mais si on prenait tout d'un coup, quelqu'un finirait par réagir. C'est comme ça que les Israéliens ont procédé. C'est comme ça qu'ils ont volé la Palestine. Vous savez, ce que les gens appellent Israël, en réalité, c'est la Palestine. En 1947, tout était palestinien. In 1947, it was all Palestinian.